Bonjour mesdames, messieurs, bonjour chers amis. Bienvenue dans ce marathon de live Facebook que nous avons lancé. Celui-ci sera consacré à l'économie circulaire et celui qui vient juste après sera consacré aux dernières décisions qui viennent d'être prises à Abidjan entre le président Alassane Ouattara et le président français Emmanuel Macron concernant le franc CFA et les conséquences que ces deux décisions auront sur le système monétaire de la zone CFA. Très rapidement, on fera un live juste derrière celui-ci. Dans ce live-là, nous parlerons de l'économie circulaire et les perspectives que nous pouvons utiliser dans la production de l'énergie et la sauvegarde de l'environnement. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, il sera question d'économie circulaire. Voilà, mettez les cœurs, que j'écrive ça. Voilà, donc il sera question d'économie circulaire. Je recevrai un Camerounais qui est un grand spécialiste de l'environnement. Il s'appelle Monsieur Didier Yimkwa. Monsieur Didier Yimkwa viendra nous parler donc de l'économie circulaire. L'économie circulaire, je décris en quelque sorte. Donc, dans l'économie, vous avez l'économie linéaire, vous avez l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est cette économie qui permet que la matière première soit utilisée et recyclée et réutilisée plusieurs fois. Donc, ça permet de sauvegarder les réserves en énergie, en matière première. Je prends un exemple simple. Dans le tri des déchets ménagers, on peut séparer le papier, on peut séparer l'aluminium, on peut séparer les métaux comme le cuivre ou le fer, on peut, bref, les métaux ferreux, si je puis dire comme ça, on peut séparer le plastique. Voilà. Et ceux-là, on peut les recycler, c'est-à-dire qu'on peut les réutiliser à nouveau pour pouvoir fabriquer les objets dans le même matériel. Et les déchets ménagers, on peut les utiliser pour produire de l'électricité, de l'engrais qu'on appelle les composts, etc., qui est de l'engrais naturel. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Alors, comment est-ce que l'économie circulaire peut booster l'économie camerounaise, notamment par la production de l'électricité et l'environnement, et la protection de la sauvegarde de l'environnement, donc moins de maladies, moins de températures très élevées. Nous allons parler de cela. Donc, économiser les ressources naturelles, préserver l'environnement et les réserves en matière première et consommer moins de ressources. Voilà, préserver l'intégrité de la planète. Donc, pour cela, je recevrai Monsieur Didier Yimkwa. Donc, je vais l'appeler déjà. Je l'appelle. Bonsoir, Monsieur Didier Yimkwa. Bonjour, Monsieur Dimafo. Merci beaucoup. Je te remercie sincèrement pour ta disponibilité. Je te remercie d'avoir donné de ton temps pour pouvoir éclairer la lanterne des Camerounais en ce qui concerne les questions d'économie circulaire, des questions d'environnement et surtout comment est-ce que l'économie circulaire peut être utilisée pour sauvegarder l'environnement, protéger l'environnement dans notre pays et booster l'économie du pays. Je sais que tu es un environnementaliste bien connu des Camerounais, dans les médias camerounais, dans les plateaux de télévision et aussi sur le terrain. Je te remercie sincèrement d'avoir donné de ton temps pour pouvoir participer à cette présentation. C'est moi qui vais te remercier parce que tu me donnes l'occasion là d'échanger avec mes compatriotes et d'autres Camerounais qui aiment la nature. Tu sais, pour être un écologiste, comme disait quelqu'un, il suffit seulement de poser la question sur l'état de la santé de notre planète. Exact. C'est vrai. Je suis aujourd'hui à la tête d'une ONG, World Ocean Phytoprotection WAP, qui est partenaire du ministère de l'Environnement sur un certain nombre de programmes, tels que les accords multilatéraux de l'environnement, les trois conventions que l'on connaît beaucoup, la convention sur la désertification, la convention sur la biodiversité, la convention 4 sur les changements climatiques. Nous travaillons sur la sensibilisation et la connaissance au niveau local. Je suis aussi partenaire des collectifs territoires décentralisés, par exemple la mairie de Baraté, avec qui j'ai un programme de restauration des écosystèmes de Rafia. Tu sais très bien qu'à l'ouest aujourd'hui, ça sèche à cause d'un certain nombre d'activités, c'est-à-dire l'agriculture contre saison, l'agriculture maraîchère, et surtout aussi que
le bambou frais est utilisé pour la fabrication de cajots. Ok. C'est une activité qui sème vraiment la désolation dans ces écosystèmes-là, qui sont aussi des habitats. Admettons que tu connais très bien la chenille de couleur blanche que tu aimes bien. Exactement. Exact. Donc, aujourd'hui, ces activités-là sont en train d'aggraver l'assèchement ou bien le processus de savanisation de cette région agroécologique et haute terre de l'Ouest du Nord-Ouest. Je travaille aussi avec la mairie de Goma, la 3e. La problématique d'un outil d'impact environnemental. Il s'agit ici des mentoriens, des petites entreprises dont les activités peuvent avoir un impact sur l'environnement. Sur les composantes physiques de l'environnement, l'eau, l'air, sous-sol. Et puis actuellement, nous travaillons sur le PCB. PCB, c'est les polluants organiques persistants. Les PCB, c'est les huiles que l'on peut trouver dans les transformateurs qui doivent être démantelés d'ici 2025 sur le plan mondial parce que le Cameroun a signé la convention de Stockholm sur le contrôle des déchets toxiques. Et donc nous sommes en train de travailler sur ce programme-là. Nous sommes en train d'organiser les campagnes de sensibilisation vers un certain nombre de cibles, des entreprises qui ont des parcs de transformateurs. Donc voilà, de façon sommaire, nos différentes activités. Tout à fait. Vraiment, merci. Je te remercie d'être resté aussi tard. C'est pas évident. Vraiment. D'accord. Ouais, parce qu'avec le décalage horaire. Sont reposés et disposés à comprendre. D'accord, merci beaucoup. Alors, je t'ai convié aujourd'hui pour qu'on parle d'économie circulaire. Bon, toi, tu connais très bien l'économie circulaire, tu es un écologiste, tu connais tous les accords de la COP 21 et les implications que cela a lancées, c'est-à-dire que le désir avec la COP 21, la COP 23, de pouvoir stopper l'utilisation excessive des ressources naturelles, des matières premières, de pouvoir les recycler pour qu'elles s'épuisent moins et puis qu'elles ne mettent pas en danger la planète. Et cette économie circulaire-là donc a généré un ensemble de secteurs d'activité économique dans le recyclage, dans la production d'engrais naturels, la transformation la protection de l'environnement, la production d'électricité, etc. Donc, moi, ma question est simple, parce que moi, je peux parler depuis Chicago, mais toi, tu es un acteur, comme toi-même tu as décrit, tu es un acteur avec les collectivités locales, avec le gouvernement et avec beaucoup d'autres, tu es impliqué dans beaucoup d'autres activités. Bon, à ton avis, est-ce que notre pays a vraiment besoin de l'économie circulaire? Si oui, pourquoi? Ça, c'est la première question que je te pose. En plus, la deuxième question, toi qui es aussi un acteur politique, qu'est-ce qui est fait au niveau national et surtout local dans la société civile, comme dans les collectivités locales, pour vulgariser l'économie circulaire? Par exemple, moi, depuis Chicago, et même avant déjà en France, j'ai vécu la transformation, quoi. C'est-à-dire que le tri sélectif, beaucoup de choses comme ça, là, qui a fait qu'on a commencé à fermer les décharges où on enfouissait les ordures ménagères pour créer plutôt les usines de recyclage. Bon, toi qui connais bien, donc est-ce que le Cameroun a besoin d'économie circulaire? Si oui, pourquoi? Et ensuite, qu'est-ce qui est fait au niveau national pour vulgariser l'économie circulaire? Bon, déjà, l'économie circulaire, c'est quoi? C'est un triptyque, c'est-à-dire la trilogie production, consommation, recyclage. Tout à fait. Ou valorisation. Tout à fait. Ici, on parle beaucoup du principe de 3R. Tout à fait. Réduire, réutiliser et recycler. Tout à fait. C'est ça l'économie circulaire. Tout à fait. Par rapport à l'économie linéaire. Tout à fait. Qui a fait ses beaux jours, c'est-à-dire production, consommation et rejet dans la nature. Tout à fait. Bon, l'économie circulaire, actuellement au Cameroun, est beaucoup plus parlée au niveau institutionnel. Ok. On n'en parle pas au niveau local. Donc, au niveau des collectivités locales? Non, on n'en parle pas encore. Ok. Nous avons eu le privilège d'être conviés aux premières assises
l'économie circulaire à Yaoundé. Et vraiment, il y avait un chantier. En cela, le Cameroun ne peut pas se soustraire de la biosphère du monde. Tout à fait. Parce que c'est un phénomène global. Tout à fait. Le Cameroun aussi fait partie du monde. Tout à fait. Et le Cameroun a ratifié un certain nombre de conventions. J'ai parlé par exemple des 3 conventions majeures tout à l'heure. Changement climatique, biodiversité, désertification. Exact. Et puis le Cameroun aussi fait face à l'amenuisement de ses ressources naturelles. Exact. Non, et le Cameroun aussi implémenté pendant longtemps ce qu'on appelle le droit durable. Exact. C'est un document qui doit assurer les intérêts des générations actuelles sans toutefois empêcher aux générations futures de profiter de ces ressources naturelles-là. Exact. Donc c'est vrai que le résultat mi raisin a amené à réorienter ce management mondial vers ce qu'on appelle aujourd'hui les ODD, objectifs du développement durable. Okay. Donc ça veut dire que le Cameroun aussi est concerné par l'économie circulaire. Tout à fait. Évidemment, nous, on a posé les jalons à Yaoundé il y a, je crois, 3 ans. Okay. On a posé vraiment les jalons, on en a parlé. Et puis, ce qui devait ressortir de là, c'était la bourse des déchets. Ok. Parce que la bourse des déchets, bon, c'est comme les bourses. Oui, la bourse, ouais, c'est une place de marché. C'est une place de marché. Vous avez d'un côté ceux qui offrent et la demande. Ouais, exact. Les déchets peuvent être des ressources, la matière première. Exact. Encore que ça, aujourd'hui, ça change de vocabulaire. Au Cameroun, on parle beaucoup. Les déchets, on parle plus beaucoup de déchets, on parle beaucoup plus de ressources. Exact. C'est une ressource. C'est une ressource. Voilà, parce que dans l'économie circulaire, le déchet, c'est la matière première. Exact. Donc, la première des choses qu'il fallait mettre en place, c'était une bourse de déchets. Ok. Bon, je ne suis pas au ministère de l'Environnement, donc je ne serais pas prétentieux de dire à quel niveau. Ouais, mais c'est pas grave. Le simple fait de le savoir, oui. Mais on en avait parlé. Ok. Parce que, voyez-vous, mais je pense que peut-être c'est encore en train d'être maturisé, comme on dit dans le terme musical. Ok. Parce que moi qui suis à Douala, moi qui suis basé à Douala, Douala c'est la capitale économique, Douala c'est à peu près 46% des établissements classés de première catégorie. Ok. À peu près 60% des établissements classés nationaux, hein? Ok. Catégorie 2. Donc, s'il y a vraiment économie circulaire au Cameroun, Douala sera le HUP. Ok. On parlera beaucoup plus d'économie circulaire dans la ville de Douala. Dans la ville de Douala, d'accord. Je suis au regret de dire que cette économie circulaire n'a pas encore touché la base, c'est-à-dire la collectivité locale. Oui. Là-bas, on ne parle pas. Oh, c'est dommage. Bien avant ce concept, l'économie circulaire existait déjà. Je peux expliquer. Hein. Ok, vas-y. On a par exemple quelques fonderies dans la ville de Douala. Je peux citer comme ça les Algériens du Cameroun de M. Foucault. Ok. Je peux citer comme ça Métafrique. Ok. Ok. Dans le recyclage des métaux ferreux et non ferreux. Ok. C'est-à-dire qui fabrique du fer à béton. Ok. Bétonnière. Ok. À partir de la ferraille. Ok. La ferraille qui est collectée dans la nature. Ok. Vous avez comme ça Prométhal. Prométhal, c'est les Libyens. Ok. Vous avez à peu près 4 grandes fonderies. Ok. À Douala. Ok. Qui peuvent faire facilement 300 milliards de francs CFA. Ok. De chiffre d'affaires par an. Ok. C'est super. Ça, c'est super. Elle travaille tellement bien que il y a une étude, il y a un cabinet qui a fait une étude dans ce sens, qui a démontré que si rien n'est fait, d'ici 5 à 10 ans, on ne trouvera plus de ferraille. Okay. C'est pour ça qu'à un certain moment, on avait lancé le programme Balam, pour que les 25% de la production de fer de Balam soit réservée à ces fonderies. Ok, je comprends mieux. Parce que dans la fonderie, il y a quelques serments. Il y a par exemple le serment feu qui utilise beaucoup de main-d'œuvre. Donc, si on n'a plus de ferraille, ce serment-là va disparaître. Et on sera obligé d'importer les lingots de fer dans le cadre des APE. Là, on aura beaucoup de Camerounais en chômage. Donc, l'économie circulaire, en ce qui concerne les déchets industriels, existait déjà. D'accord. Ça existait déjà. Important de le dire, oui, ok. Voilà, ce serait très difficile aujourd'hui de trouver la ferraille dans la nature. Ok, par exemple, l'aluminium
facilement, les déchets d'aluminium sont facilement recyclés en lingots d'aluminium. Les batteries, appelons ça des batteries de voiture là. Même les batteries qui alimentent les pylônes des téléphones sont recyclées. Et les batteries, par exemple, on ne jette rien dans les batteries. Hein. On prend le plomb et on prend la coque. Et broyer pour la fabrication des chaises que nous trouvons partout dans les deuils, sur les bâches. Et j'ai même vu un projet très intéressant, mais j'ai pu retrouver la vidéo. C'était sur la page de la CRTV d'une dame qui, après s'être formée au Maroc, fabriquait des meubles, de très bons meubles avec des pneus usés, vraiment usés là. Et ça permettait, et elle commençait déjà à récupérer les pneus pour pouvoir les stocker afin de les utiliser. Maintenant, je voudrais dire maintenant au niveau des collectivités locales, comme tu dis, parce que quand on regarde le pilier de l'économie circulaire dans le monde aujourd'hui, ce sont les collectivités locales. Ça veut dire que chaque collectivité locale en Occident ou en Asie, dans les pays où l'économie circulaire a avancé, chaque collectivité locale a sa stratégie de collecte, de tri sélectif déjà, de collecte, de traitement des déchets, qui est la base pour nourrir toutes ces industries dont tu as parlé là. Quel est l'état dans notre pays en ce moment? Oui, moi je ne connais pas. Peut-être on peut me démontrer ou bien le contraire. Je ne crois pas que dans les 360 communes d'arrondissement et communautés urbaines actuellement à Douala, existe vraiment une stratégie d'une économie circulaire sur le plan local. D'accord. Pour plusieurs raisons. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez de moyens, transfert de moyens, transfert de compétences. Mais j'avais pensé l'année passée, nous avons pensé l'année passée, à voir comment on pouvait créer une bourse de déchets sur le plan local pour la ville de Douala. D'accord, oui. Parce que la ville de Douala produit beaucoup de déchets. Voilà, et c'est un projet que nous sommes en train de maturiser. Donc on n'a pas rejeté cela. Et le drame, c'est tout simplement parce que il y a un décret de 2012 qui confère des compétences aux communes d'arrondissement de contrôler les déchets industriels. Mais jusqu'aujourd'hui, ce décret-là est mort-né. Il n'est pas applicable. Or, je pense que si ce décret-là, qui confère les compétences aux moyens de contrôler le mouvement des déchets industriels, si ce décret était opérationnel, ce serait très facile de créer, par exemple, une synergie entre les producteurs des déchets et les utilisateurs. Je veux dire la bourse. Tout à fait. Donc, ce qui fait que l'une de nos batailles, l'un de nos combats l'année prochaine, ce serait que le ministère en charge de l'environnement puisse définir le cahier de charge, puisse définir le canevas l'utilisation, la mise en œuvre de ce décret-là. Parce que si ce décret-là est opérationnel, il sera très très facile de mettre sur pied une économie circulaire, au niveau des collectivités locales. Tout à fait, d'accord, je comprends bien, oui. Il y a des villes comme Tchang, il y a des villes comme Tchang qui se sont illustrées déjà dans l'économie. Maintenant, nous parlons des déchets industriels. D'accord. Maintenant, il faut parler des ordures ménagères. Ça, c'est encore un autre sujet. D'accord. En matière d'énergie solide ménagère, Tchang aujourd'hui se démarque. Oui, tout à fait. Les autres communes. Parce qu'il y a eu un maire là-bas qui était visionnaire, le maire Sonken, je crois, qui doit être un candidat, le maire dit Sonken, qui a été visionnaire. Il a utilisé une disposition du décret 2004 sur les compétences de la mairie pour créer ce qu'on appelait l'agence municipale de gestion des déchets. Une structure qui n'appartient pas à la mairie, mais qui est collée à la mairie. Voilà, c'est une structure indépendante, mais collée à la mairie, qui peut aller chercher le financement sur les marchés internationaux, pour réaliser leur projet. Et je peux vous dire, Ndemafo, c'est une réussite. Aujourd'hui, la commune de Tchang est citée partout en Afrique. Tout à fait. Même au niveau des conférences,
même au niveau des conférences de partis sur le changement climatique. Tout à fait. Cette commune est citée comme l'une des communes qui gère de façon écologique, de façon rationnelle. J'ai d'ailleurs vu passer dans un réseau, leur dossier de demande de financement pour la construction d'une usine de traitement des ordures, au même titre que celle qu'on peut avoir dans la ville comme Grenoble en France. Tout à fait. Donc, l'agent municipal de gestion des déchets à Djan a fait d'abord la précollecte. La précollecte qui est faite par 2 ONG. C'est l'enlèvement, le transport et puis un pôle valorisation qui est très très important. Et le pôle valorisation est appuyé par le département de géosciences de l'université de Djan. Donc aujourd'hui, le compostage qui est fabriqué à Djan est un compostage contrôlé et qui est même amélioré par d'autres ingrédients. Or, il y a quelque chose que je n'ai pas dit lorsqu'on me présentait. Je suis aussi promoteur d'un centre professionnel de formation en métier d'environnement. Ça n'existe pas encore au Cameroun, nous sommes les pionniers, c'est prêt à Dieu. Donc, nous sommes en train de vouloir signer une convention avec, par exemple, AMGF de Djan, pour que les prochains recycleurs soient des véritables professionnels. Tout à fait. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est une activité polluante. Tout à fait. C'est une activité à risque. Donc ceux qui doivent travailler sur les déchets doivent être protégés, devraient d'abord comprendre les enjeux de cette activité-là. Donc c'est une activité à risque, c'est une activité polluante. Et de là aussi, c'est une activité qui demande beaucoup d'énergie électrique. Or, il se trouve aujourd'hui que Eneo n'est pas en capacité de fournir de l'énergie électrique, peut-être à 10 fonderies. Parce que les Asiatiques frappent aux portes du Cameroun tous les jours, mais on ne peut pas le déficit en énergie. Tout simplement parce qu'il y a un déficit énergétique. Il y a un gap important. Parce que c'est une activité qui consomme énormément d'énergie électrique. Tout à fait. Voilà. Non, je te remercie pour cet éclairage-là, c'est très important. Je pense que tous ceux qui sont des investisseurs potentiels ou qui envisagent d'investir dans ce secteur ou qui s'intéressent au secteur apprécieront l'éclairage que tu as fourni. C'est très important. Maintenant, j'allais dire une chose, c'est que le Cameroun, tu le sais mieux que moi, est signataire de la COP 21 et de la COP 23, qui sont des accords surtout qui visent à travers l'économie circulaire, à travers les énergies renouvelables, à travers le tri sélectif, qui visait surtout à réduire les gaz à effet de serre. Et l'un des gaz à effet de serre les plus importants qui est rejeté dans un pays comme le Cameroun, c'est le méthane. Voilà, le méthane, parce que c'est la température. Quand les Camerounais disent que il fait très chaud à Douala, en fait, ils pensent que c'est le soleil qui fait très chaud. Non, en fait, c'est que comme on jette les ordures ménagères un peu partout, ces ordures ménagères laissent échapper un gaz qui s'appelle le méthane. Et ce méthane-là a la particularité de tripler la température ambiante, ce qui fait qu'il y a une sensation il fait très chaud dans la ville de Douala, en fait. C'est ça que... Il est 20 fois plus puissant que le CO2. Voilà, il est 20 fois plus puissant que le CO2, en effet, exactement. Bon, maintenant, est-ce que tu penses que si on commençait à initier les Camerounais au tri sélectif, à la gestion recyclage des déchets ménagers, ça peut d'abord protéger l'environnement, ensuite créer une activité, par exemple la production d'énergie électrique. Parce qu'on voit aujourd'hui dans un pays comme la France, le méthane est utilisé, brûlé pour produire l'énergie électrique. Et dans les pays comme en Chine aujourd'hui, le méthane est capté et utilisé dans l'énergie alimentaire. Voilà. Donc, comme tu as dit, c'est plus un déchet en fait, c'est une ressource. Oui, moi je pense qu'on a l'occasion de le faire parce que dans le code des collectivités territoriales décentralisées qui est actuellement sur la table des sénateurs, cette loi est déjà validée par à la Chambre basse, par les députés, au niveau maintenant de la Chambre des sénateurs. Il y a l'article 157
qui stipule que la pré-collecte des ordures ménagères dans les communes, il y a une communauté, sera gérée par les communes d'arrondissement. Okay. Par le passé, la pré-collecte était l'affaire des communautés. La loi est claire, c'est maintenant les communes d'arrondissement qui vont gérer, qui vont enlever et gérer les ordures ménagères. Quand on dit enlever, c'est enlever à la source des ménages vers des déchetteries. Maintenant, quand on dit gérer, dans gérer, il y a valorisation. Ah, tout à fait. J'espère que les prochains maires qui seront élus vont comprendre effectivement ce que c'est qu'enlever et gérer. Tout à fait. Il faut pas avoir honte de tricher. De copier par exemple ce qui se fait à Tchang. Hein. C'est qu'on ne va même pas dire voilà ce qui se fait à Grenoble ou à San Francisco. On va dire ce qui se fait à Tchang parce que en la matière, Tchang. Exact. Exact. On peut l'implémenter ici. Même si la caractérisation des ordures ménagères ne sont pas semblables, mais on peut bien l'implémenter ici. Exact, tout à fait. Quand il revient maintenant à chaque commune, déjà il y a un décret qui leur donne la capacité, qui leur donne le pouvoir, la légitimité ou la légalité de contrôler le mouvement des déchets industriels. Ça veut donc dire que demain, une commune peut créer sa décharge, plus ça peut créer son centre de stockage des déchets utiles. Exact. C'est-à-dire des déchets qui peuvent être recyclés, c'est-à-dire le papier, l'aluminium, le plastique, etc., etc. De telle manière que toutes les industries, par exemple, quand je parle par exemple de... pardon? Non, je voulais dire, quand tu as dit les déchets utiles, je voulais dire que les déchets utiles, ça veut dire l'aluminium, les métaux ferreux, non ferreux, le papier. La commune d'arrondissement de Loire 3e sera très riche. Exact. Si demain elle crée son centre de stockage des déchets utiles, exact. Toutes ces entreprises-là iront stocker les déchets là-bas et elles vont payer. Exact. Donc, ces communes-là aussi, parce qu'il y a un principe dans l'enlèvement des ordures ménagères, le principe de proximité. Exact. Donc, quand une décharge n'est pas très loin, la source de production de ces déchets-là, le transport est moins cher. Ok. Ce qui fait dire que chaque commune demain peut créer sa décharge de stockage des ordures ménagères. Ok. Et à côté, créer un centre de valorisation. Ok. Là, les quantités putrescibles, les quantités biodégradables seront transformées en compost. Ok. Il n'y a que les déchets inertes qui vont aller à la décharge. Ok. Et là, la décharge pourra avoir un cycle de vie un peu très long. Ok. Parce que ce ne sera pas un fourgon. Ok, d'accord. Il n'y a que des objets non biodégradables qui seront stockés. Et tu avais... Je pense que c'est assez intéressant. C'est une grosse opportunité intéressante exact. pour les communes d'arrondissement, ceux qui sont à Douala. Exact. Encore, il y a une autre convention que le Cameroun a ratifiée qui stipule que toute entreprise qui a des activités polluantes doit reverser 2% de son bénéfice net, annuel à la commune qui l'héberge. Ok. Les savonneries. Si cette convention est respectée, la commune d'arrondissement de Douala 3e, la commune d'arrondissement de Douala 5, la commune d'arrondissement de Douala 4 seront des communes très très riches. Exact, tout à fait. Douala 3 a la zone industrielle la plus importante au Cameroun. Ouais. Douala 4 pour la Bélé. Exact. A une zone industrielle. Exact. Douala 5 pour la Moussa du Makété, c'est le Douala en devenir. Exact. Qui héberge aussi beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME. Exact. Voilà. Exact. Donc voilà, c'est un enjeu. Les prochains élus auront de quoi vraiment faire. Oui, les mains, oui. Avoir des ressources. Seulement s'ils veulent travailler.
Oui, tout à fait, non. Ils peuvent travailler. Je pense que s'ils ont des ressources comme à Tchad, des ressources propres, c'est important parce que Tchad a aussi peut-être bénéficié de l'ouverture de sa diaspora. Mais s'ils ont des ressources propres, avec ces ressources propres, là, ils pourront lancer des projets dans l'économie circulaire. Et en plus, en matière de financement internationaux, bon, il y a les financements de la COP 21, COP 23. Mais très souvent, quand vous arrivez à, voilà, nous avons 50% et nous voulons 50%, c'est pour compléter, c'est plus facile que d'arriver en disant, bon, on a 0 francs et on veut que le projet soit financé à 100%. Maintenant, je voudrais qu'on parle tu as souvent évoqué le projet de transformation des boues de la prison centrale de Nubel. Juste, je parle de ce projet pour que les Camerounais comprennent comment on peut convertir une menace en une opportunité ou bien une faiblesse en une force. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le SWOT analysis. C'est-à-dire que comment est-ce que les bouts, parce que quand vous allez à la prison de Nubel, peut-être rendre visite à quelqu'un, ce qui vous frappe, c'est les bouts d'égout, quoi. C'est que c'est, comme voilà, c'est les odeurs, voilà, c'est les odeurs. Mais tu as souvent parlé d'un projet qui pourrait permettre d'utiliser ces bouts d'égout-là pour pouvoir, voilà, créer de l'activité économique. Tu peux en parler pour éclairer la lanterne des Camerounais. Nous avons proposé ça au maire Denis Fampou à l'époque. Nous l'avons demandé, nous l'avons dit qu'on avait une jeune étudiante en Master 2 qui avait fait un excellent travail sur le potentiel en ce qui concerne la production de mousse à la prison de Nobel. On nous a dit que bon, voilà, c'était une opportunité de créer une autonomie énergétique de la prison de Nobel, à telle enseigne que, de telle manière que le budget affecté, par exemple, au paiement des factures d'électricité, pourrait être réutilisé pour autre chose, pour améliorer les conditions de vie des prisonniers ou bien des commandes, quelque chose comme ça. On va dire qu'à partir des bouts sanitaires, évidemment, on pourrait produire soit du biogaz, on peut produire du biogaz, on pourrait produire de l'électricité, et in fine, produire de l'engrais vert. Exact. Et c'est important ce que tu dis parce que le biogaz, parce que si tu dis le biogaz déjà, si une prison comme la prison de Nubel peut produire du biogaz, ça veut dire qu'à l'intérieur de la prison de Nubel, elle peut commencer à développer des activités économiques pour faire travailler des prisonniers sur place. C'est-à-dire que des activités économiques, elle aura de l'énergie. Jusqu'à côté de ça, par exemple, j'ai découvert quelque chose à la mairie de Tchad. La gestion des déchets a fait créer d'autres activités connexes et a resserré même le vivre ensemble. Bon, les gens qui sont dans les petites unités, c'est-à-dire les petits groupes de femmes qui sont dans, qui ont été formés au compostage, ont créé des associations de tontines. Des tontines comme ça, qui resserrent les liens de famille. Donc, c'est des choses sur le plan sociologie, anthropologie, c'est assez important. Exact. On a plutôt à voir peut-être l'aspect argent, ignorant cet aspect de vivre ensemble là, parce que ces petites activités communes resserrent les liens et puis c'est la paix qui est conçue de façon durable. Donc c'est la même chose à la prison centrale de Nubel. Voilà, par exemple, de Nubel. Vous savez que lorsque vous arrivez là-bas, tout autour, il y a des odeurs. Exact. Donc, si on récupère tout ça, on fait ce que j'ai dit là. On n'aura plus d'odeur. On aura plus les eaux usées. Et parce que les eaux usées, les eaux chargées de boues sanitaires, sont aussi une source d'émissions de gaz à effet de serre. Exact. Ça veut dire qu'en récoltant ces eaux-là, en les réutilisant, en les valorisant, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre. Exact. Et la quantité réduite peut être vendue. Peut être vendue à l'international. Exact. Parce que moi, j'ai découvert ça à la mairie de Tcham. Chaque année, Tcham peut recevoir facilement, je crois, c'est 5 ou 10 000 euros pour sa contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Oui, c'est les fonds de la COP. En valorisant les boues sanitaires,
Vous avez l'autonomie énergétique de la prison. L'argent qui devrait être affecté au paiement de factures, vous utilisez ça pour améliorer les conditions de vie des pensionnaires. Maintenant, vous réduisez les émissions de gaz à effet de serre. Exact. Ce gaz à effet de serre qui peut se vendre comme crédit. Exact. Pour la COP. Aux pays qui sont soumis à un certain nombre de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Exact. Lorsqu'on parle de protocole de Kyoto, on parle de MDP, le mécanisme de Pompon. Exact. Donc voilà par exemple un projet vert qui peut monter, ne manquera pas de financement. Exact, tout à fait. Et maintenant, à propos de la mairie de Banganté, que tu connais très bien, quel est le projet qu'ils ont mis en place pour le traitement disons, de la matière fécale et comment est-ce que ce projet-là marche? Est-ce que... Très avancé, très avancé. On a fait beaucoup de choses dans ce sens. Je peux vous dire par exemple, que l'hôpital central de Banganté est éclairé au solaire. Ok, c'est une bonne chose. Le boulevard, vous savez, l'éclairage. Ouais, je connais le boulevard central. C'est au solaire. Et puis elle a aussi un site. Elle a fait venir un camion hydrocureur qui est très puissant, très bien équipé. Pendant qu'il pompe les eaux jugées, on peut avoir facilement, en même temps, il fait des analyses. Ok. Bon, tous ces mots-là sont traités sur un site où on a facilement pour le moment de l'engrais vert. Ok, ouais, c'est important. C'est quand même un exemple, une expérience qu'il faut partager. Exact. C'est quelque chose de très très bien que moi je n'ai pas vu ailleurs. Exact. Non, l'économie circulaire, ouais, c'est bon, notre pays est encore en retard. C'est pour ça que j'allais même te demander, voilà, si ça peut augmenter la production d'électricité et d'engrais. Bon, je pense que en gros, tu as répondu à ça. Seulement, j'allais te poser la dernière question. Qu'est-ce que tu penses qu'il faille faire pour que voilà, les collectivités locales puissent s'approprier l'économie circulaire, quoi? Parce que si tu veux, nous sommes Camerounais. Quand nous voyageons, nous vivons à l'étranger et que nous pouvons... Moi, j'ai travaillé aux États-Unis pour Veolia. Bon, Veolia, c'est le champion du monde. Voilà, enfin, je n'ai pas travaillé pour Veolia. J'ai travaillé chez Veolia, mais venant, c'était pour ce qu'on appelle les merge and acquisition, c'est-à-dire que les fusions entre Veolia et son partenaire américain. Donc, ils avaient déjà fait, bon, ça a pris une vingtaine d'années, tout ça. Et c'est là que j'ai découvert vraiment l'efficacité de Veolia dans la propreté aux États-Unis, quoi. Et Veolia, c'est une entreprise française. Et le business, bon, je ne peux pas dire autre chose là, parce qu'il y a des obligations de confidentialité. Mais on se rendait compte qu'ils avaient des milliers de contrats avec commune par commune. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Quand on regarde chez nous, le Isacam, ce n'est pas dans les... aussi partenaire de la mairie de Banganté. Ok. Voilà, c'est une question assez intéressante. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les communes... Les communes, oui. Moi, je pense que la première des choses, c'est la sensibilisation. C'est d'abord la sensibilisation. Vous savez, généralement, le problème au Cameroun, c'est un problème, c'est la mentalité. Hein. Les gens aiment beaucoup le statu quo. Ok. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas trop bouger. Les gens n'aiment pas bouger facilement. Okay. Et je crois que c'est la mission de la société civile. Ok. Parce qu'il faut que la société civile, que nous sommes les acteurs de la société civile, c'est nous qui allons jouer le rôle de l'aiguillon. Ok. Pour que les communautés, pour que les collectivités territoriales décentralisées s'impliquent davantage. S'impliquent davantage, oui. Donc, ça va commencer par la sensibilisation. Et en plus, il faut aussi des ateliers de formation. Exact. Il faut des ateliers de formation dans ce sens. Bon, une fois que pendant les ateliers de formation, ils ont concouru par des élus locaux, ben voilà, ils vont se mettre au travail. Hein. Il faut aussi compter sur
chez les partenaires, chez la diaspora, comme vous, les acteurs. Parce que, généralement, il y a une réponse qui revient tout le temps. Bon, on n'a pas assez de moyens. Notre budget, c'est juste pour payer le salaire, le fonctionnement. On n'a pas assez de moyens. Ce qui fait que, bon, il faut, on a de temps en temps des acteurs, des spécialistes, des experts, des questions de coopération, de développement. Non, je pense que j'en parlerai prochainement. Je pense que prochainement, je recevrai, j'espère que ça va se faire, je recevrai M. Potter Ayama, qui est un responsable d'assurance, donc qui est dans la finance, le financement de l'économie, et qui est également le patron d'un syndicat d'entreprise, et on échangera là-dessus. Parce que je dis ça parce que il y a eu un peu d'attentisme dans notre secteur bancaire. Je prends un exemple simple. Si une commune a un projet bien ficelé de financement des ordures ménagères, par exemple, et que voilà, elle a besoin d'un financement sur 5 ans, elle pense que sur 5 ans, elle peut faire un retour sur investissement et que ça peut commencer à donner. Ben, une banque comme Afriland Bank peut se retourner vers la diaspora en disant, écoutez, je lance une émission de bons de caisse pour 1 milliard et les 1 milliard, je vais les utiliser pour pouvoir financer les communes. Et vous me déposez les 1 milliard, là, vous bloquez ça sur 5 ans et après 5 ans, nous allons vous rémunérer ça à 25% par exemple. Celui qui a donné 1 million recevra 1 250 000 francs parce que l'épargne aujourd'hui aux États-Unis est rémunérée à 0,5%, non la moitié de 1%. À partir de ce moment, celui qui est garant de que vous allez retrouver votre argent, c'est la banque, Afriland Bank. Et Afriland Bank a l'expertise maintenant pour investir l'argent dans le projet et suivre vraiment que le projet se déroule bien. Non, ils ont Sena Invest là, qui peut dire par exemple, nous sommes dans le projet, nous avons un tiers, nous suivons le projet et nous mettons de l'argent pour que le projet se développe. À ce moment, la diaspora peut faire, c'est comme ça que ça marche en fait, en Chine, etc., un peu partout dans le monde. Donc, on recevra des responsables de peut-être des gens du management d'Afriland, peut-être pas le directeur, mais d'autres. Et puis, on recevra certains responsables et on en parlera de toute façon. Et puis, au niveau même de la diaspora, on va essayer de faire bouger les idées pour que, autant que faire se peut, ce genre d'initiative. Bon, j'attends que tu m'apportes des partenaires. Si c'est pour la boue à la prison de Newbell, voilà un bon projet, franchement. Voilà un bon projet. Bon, à l'époque, moi, je parlais à Madame le maire parce que c'était dans sa commune. Ok. On n'est pas obligé de passer par là. Ok, ouais. Voilà un bon projet. Elle n'est pas le tutorat de la prison. Le tutorat de la prison, c'est le ministère en charge de l'administration. C'est le monsieur Atamadi. Non, c'est la justice, Laurent Esso. Ah, c'est Laurent Esso, pardon. Ouais, Laurent Esso. On a notre ami, mon maman. Ton ami, c'est pas mon ami. Ok, Didier, je te remercie d'être venu. Vraiment, je te remercie beaucoup. À une heure aussi avancée où tu as vraiment envie de te reposer après une journée de dur labeur. Je te remercie pour ta disponibilité. Ouais, franchement, je te remercie. Merci. De rien, mon frère. Ok, demain. Bye. Voilà, donc nous recevions M. Didier Yimkwa, qui est environnementaliste, qui est conseiller municipal, qui est acteur de la société civile, qui est également un entrepreneur dans l'environnement, en ce sens qu'il conseille beaucoup de mairies pour beaucoup de projets. Il est également investisseur dans beaucoup de projets. C'est important d'avoir une voix comme celle-là, qui est une voix qui est plus proche du terrain, pour qu'il puisse nous dire voilà ce qu'il pense. Et également, comme on a dit, parler de l'exemple de 2 collectivités locales qui sont basées dans la région de l'Ouest. C'est la collectivité locale de Baranté qui a mis un système en place pour permettre que toute la matière fécale, ce que nous appelons les caca, voilà, je dis ensemble, que cela soit, les fosses septiques soient vidangées, mais que ce soit pas déversé dans la nature, que ce soit plutôt traité pour générer de l'engrais naturel qui peut être revendu à des producteurs de vivres frais, etc. Et on a également le projet de Chang, qui est quand même très bien avancé. Il l'a dit lui-même, le maire Song Keng, à l'époque où il était maire de Chang, avait une vision, il s'était lancé, avait des moyens rudimentaires. Aujourd'hui, la ville de Chang est en train d'atteindre une vitesse de croisière dans l'énergie circulaire, c'est-à-dire qu'elle récupère les déchets, elle les traite pour produire de l'engrais
de l'eau, de l'humus, du compost et du méthane et bientôt de l'électricité, voilà. Parce qu'elle va passer à la phase industrielle du projet. Donc, c'est une bonne chose. On s'était parlé de l'économie circulaire. Tout ça, c'est pour démontrer qu'il y a un potentiel dans notre pays, il y a un gros potentiel économique. Il y a des secteurs d'activité, des pans entiers de notre économie qui ne sont pas exploités et qui sont des gisements de croissance économique, de création de richesses, de création d'emplois. Et pendant que notre jeunesse se morfond un peu au chômage, quoi, si je puis dire. Bonjour à Mba Bolane, bonjour à Hélène Chapi Chamdoumboué. Je répète, Hélène Chapi Chamdoumboué. Voilà, j'espère t'avoir un jour dans un live Facebook parce que je sais que tu as beaucoup à dire. Et bonjour à Alain Somgui, bonjour à Edmond Hilaire Baresi Franco, bonjour à Sephora Livingston. Voilà. Mba Bolane dit au Cameroun, on a cru prendre des mesures pour protéger l'environnement, mais sans aucune réelle politique environnementale. C'est le petit peuple qui souffre de ça. Voilà. Mba Bolane. Bonjour Christian Gankwe, bonjour Erwin Geko, bonjour Eugène Gondi, bonjour Etienne Numbi, bonjour Guy Fokou, bonjour Arin Kome. Hello sœur, bonjour Aya Aya Abin, bonjour Linda Wandi, bonjour Henri Auguste. Tiens, Henri Auguste, j'aimerais t'avoir la prochaine fois aussi pour parler de l'environnement. On parlera du tourisme du tourisme écologique avec mon frère Henri Auguste et on parlera aussi de la protection des mers. Ouais, bonjour, bonsoir Henri Auguste. Bonjour, bonsoir cher frère. C'est un plaisir. Je sais que toi tu es un entrepreneur de l'écologie. On parlera ensemble. Bonjour Chapchet Cyril. Voilà. Bonjour Agnès Lendi. Bonjour Henri Likongue. Bonjour Agnès Togué. Voilà. Donc, j'essaie de prendre les réactions. Voilà. Hélène Chapimboué dit bonsoir et agréable week-end. Merci, ma chère sœur. Merci pour m'attendre. Voilà. J'espère que toi et moi, tu passeras ici pour pouvoir nous parler de beaucoup de choses, notamment l'économie culturelle dans la région de l'Ouest. Est-ce que ça peut apporter en termes de plus-value pour l'économie locale? Voilà. Jerry Godwin dit il faut faire une part entre le traitement des eaux sanitaires et la valorisation des déchets. Oui, Jerry Godwin, le traitement des eaux sanitaires, c'est une chose, comme tu as dit, le traitement des eaux sanitaires. Et comme les eaux sanitaires ou les boues sanitaires aussi produisent des gaz à effet de serre, on sait aujourd'hui que la captation de ces gaz sont utilisés pour produire de l'électricité, sont utilisés pour produire des engrais, voilà. Et maintenant, la valorisation des déchets, comme tu as dit, ça passe par le... Didier Mkwala l'a bien dit, hein, il y a deux types de déchets. Il y a les déchets industriels, donc il y a une grosse demande aujourd'hui pour le plastique, l'aluminium et les métaux ferreux ou non ferreux pour pouvoir les recycler. Donc, il a dit qu'il y a 4 fonderies qui brassent pas moins de 300 milliards de chiffre d'affaires dans notre pays. Et en plus, à côté, maintenant, il y a un deuxième projet qui est dans le traitement des ordures, qui est l'utilisation des ordures biodégradables, extraire le gaz à effet de serre, en l'occurrence le méthane, pour pouvoir produire l'électricité ou bien pour pouvoir utiliser dans l'énergie agroalimentaire comme font les Chinois, et ensuite utiliser le reste pour faire du compost ou bien du charbon à brûler pour pouvoir faire la cuisson. Voilà. Donc, tu as raison, nous avons bien fait la part des choses. Veolia joue un rôle primordial dans le recyclage des huiles et des déchets assimilés. Oui, mais pas que ça. Veolia joue un grand rôle aux États-Unis dans le tri sélectif des ordures ménagères. Je crois que c'est le champion du monde. Ils ont fusionné avec une entreprise américaine. J'oublie le nom rapidement parce que je suis un peu fatigué. Qui avait l'expertise pour le faire. Donc, à partir de ce moment, avec Veolia, ils sont devenus les champions du monde dans ça, quoi. Mais également, comme tu dis, Veolia joue aussi un grand rôle dans le recyclage des déchets. Voilà, assimilé. C'est important. Il faut aussi développer les espaces verts dans les villes. Ouais, Titi Meninga, il faut développer les espaces verts dans les villes. Mais si tu veux, les espaces verts, ça ne produit rien. En revanche, pour financer le développement des espaces verts, une fois que vous mettez en route l'économie circulaire, vous dégagez de l'argent. Vous dégagez de l'argent. Comme il a dit Didier, ça dit que si une ville crée une décharge pour que tous les industriels viennent stocker leurs produits là, et que ces produits soient traités par un partenaire, un procurateur privé, ça génère des ressources pour la ville. La ville devient produire des recettes autonomes. Parce qu'il faut que nos villes ne fassent plus l'erreur de penser que la recette provient seulement des impôts. Non, la recette provient aussi des activités qu'on crée en partenariat avec le secteur privé.
Et plus on en crée, plus ça génère des recettes stables. Parce que les recettes des impôts, les histoires de marge, collecte d'argent dans les marchés, OTVP, ça a beaucoup d'instabilité. Et quand une ville génère des recettes stables, elle peut les utiliser maintenant pour aménager l'espace public, en l'occurrence la création des espaces verts. Mais les espaces verts, contrairement à ce qu'on a cru, ça embellit la ville, mais ça n'a aucun impact sur le climat. Ce qui a un impact sur le climat, c'est le traitement des ordures ménagères pour éviter que le méthane s'échappe et rendre la nature plus chaude, la température plus chaude dans la ville. Voilà. Very refreshing to see and hear people talking about things that make sense. Auckland Nouveau. Thank you, dear friends. We always. Hélène Chapi Chamdoun Boué dit bonjour mon grand, bonjour ma chère combattante, ma chère Amazon. La no-name, voilà. Agnès Lendi dit bonsoir le you de qui est? Bonsoir le you de Sandy Boston, voilà. You, beaucoup de courage, qui est en train de travailler en ce moment, voilà. Merci pour ceux qui étaient connectés, qui ont suivi. Je vous propose de vous retrouver demain matin ou d'abord ce soir à minuit. Il sera certainement 7 heures au Cameroun. On va faire une session rapide sur ce qui s'est passé à Abidjan entre l'annonce d'Emmanuel Macron où la France mettait fin aux accords de coopération sur le CFA de 1946. De toute façon, je l'avais dit, on le voyait venir. J'avais dit que moi, que ce soit les Kémy Séba, que ce soit un nombre d'activistes africains, il y avait derrière un pays qui était la France et qui avait un but, c'était de se séparer à terme du français. Voilà. Ils ont fini par le faire parce qu'à l'époque, quand un homme d'État africain disait on ne veut plus le CFA, comme Gilles-Christ Olympio, comme Modibo Keïta, comme Séni Kounché, il était débarqué. Aujourd'hui, quand les gens se sont exprimés librement, voilà. Et puis, il y a la reconfiguration du monde. Les pays africains disent maintenant, voilà, on a intérêt à créer des zones de libre-échange. Ce n'est plus entre nous et l'ancienne colonie, mais c'est nous, entre nous et les pays d'Afrique. C'est-à-dire que ce n'est plus une coopération horizontale, c'est une coopération verticale, voilà. Latérale, si on peut dire. Voilà, donc, je ferai la prochaine présentation là-dessus pour pouvoir expliquer ce qui va se passer, ce qu'on peut attendre dans les jours ou les heures qui arrivent. Voilà. Je remercie tous ceux qui étaient connectés. Je vous souhaite une bonne nuit et bien des choses à vous. Et on se reparle tout à l'heure. Ciao, ciao.